En réanimation, l'intérêt de l'échographie dans la détection d'une dilatation des cavités pyélo-calicielles, d'un épanchement intrapéritonéal ou d'anomalies hépatiques est bien connu. En revanche, l'apport de cet examen dans la pathologie pleuropulmonaire est de découverte récente. Ainsi, chez ce patient, les coupes basithoraciques permettent de montrer l'absence d'épanchement liquidien dans le cul-de-sac costo-diaphragmatique et l'absence de condensation, alors que les coupes antérieures éliminent l'existence d'un pneumothorax et montrent l'absence de signes de pathologie alvéolo-interstitielle tels qu'un édème aigu du poumon. Ce film est une introduction à l'échographie pleuropulmonaire en réanimation, où seront abordés successivement les principes physiques de la formation de l'image échographique pleuropulmonaire, les images élémentaires, quelques applications cliniques. Le matériel utilisé est un échographe Alloca SDD 650 équipé d'une sonde 3,5 MHz ainsi que d'une sonde de 7,5 MHz utile pour préciser les structures les plus superficielles. Pour faciliter la compréhension des images, un symbole précisera le type de sonde utilisée 3,5 ou 7,5 MHz, le type de coupe réalisée, longitudinale antérieure, transversale antérieure, longitudinale latérale, longitudinale postérieure. Le principe de l'échographie repose sur l'émission d'ultrasons qui, dans leur parcours, peuvent avoir un comportement différent selon les structures rencontrées. Par exemple, ils peuvent être renvoyés vers la sonde lorsqu'ils rencontrent une interface entre deux tissus d'impédance acoustique différentes, ce qui définit le phénomène de réflexion. Leur énergie peut être transformée en chaleur, ce qui définit le mécanisme d'absorption. Le délai entre l'émission des ultrasons et leur retour par réflexion permet à l'échographe de situer spatialement la profondeur du point de réflexion. Selon les tissus et les interfaces rencontrées, on décrit plusieurs comportements des ultrasons et ainsi plusieurs images échographiques élémentaires. Dans le cas d'une structure osseuse, une partie des ultrasons est absorbée et une partie réfléchie. La réflexion des ultrasons est responsable de l'image hyperéchogène de l'interface tissu mou-os. La réflexion et l'absorption empêchent le passage des ultrasons et donc la visualisation des structures en profondeur, ce qui se traduit par l'aspect échographique de cônes d'ombre pure. Une structure liquidienne, telle qu'un kyste, peu absorbant, ne réfléchit pas les ultrasons avec deux conséquences. L'aspect échographique du kyste est anéchogène et les ultrasons abordent la zone postérieure du kyste avec une intensité supérieure à celle des ultrasons ayant traversé une structure adjacente non liquidienne, ce qui entraîne l'aspect échographique de renforcement postérieur. Les images sont visibles en dessous de la ligne A, ce qui conduit à utiliser le terme de cône d'ombre impur. Il s'agit d'artefacts correspondant à des échos retardataires. Certains de ces échos effectuent 2, 3 ou N allers-retours entre la surface pulmonaire et la sonde et sont ainsi responsables de répétitions en profondeur de la ligne A, nommée ligne A1, A2, AN. La distance de chacune de ces lignes par rapport à la sonde est toujours un multiple de la distance sonde-ligne. L'image pulmonaire normale, lorsque la sonde est posée longitudinalement sur la paroi antérieure du thorax, permet de décrire la paroi thoracique, puis alternativement un arc costal coupé transversalement
responsable d'une ligne hyperéchogène et d'un cône d'ombre pur. À interface pariéto-aérique, responsable d'une ligne A et d'un cône d'ombre impur. Un point fondamental est l'existence d'un mouvement respiratoire de la ligne A dans le sens crânio-caudal qui correspond au glissement entre plèvre viscérale et plèvre pariétale et que l'on nomme glissement pleural. Ce signe est mieux visualisé par une sonde à haute fréquence. Le mode TM est également un moyen de voir le glissement pleural. L'aspect est celui du bord de mer, la paroi immobile étant imagée par des lignes horizontales, et l'interface pleurale mobile par des signaux punctiformes. La constatation d'un glissement pleural affirme l'accueillement des deux plèvres à l'endroit exploré. Lorsque la sonde est posée sur la partie latérale basse du thorax, une image supplémentaire est celle du diaphragme, dont la partie crâniale est barrée par le cône d'ombre impur de l'interface pariéto-aérique. Dans certaines circonstances pathologiques, des structures sous-pleurales liquidiennes ou tissulaires épaissies sont disposées entre les alvéoles périphériques normalement aérés. Il peut s'agir d'alvéoles remplis de liquide ou de septa interlobulaires inflammatoires, édémateux ou fibreux. L'image directe d'une telle structure est une disparition ponctuelle de la ligne A. De plus, entourée par de l'air, elle se comporte comme un piège à ultrasons. Ce dernier, réfléchi plusieurs fois entre les parois, sont la source d'échos retardataires, aboutissant à la création d'une traînée échogène perpendiculaire à la surface pulmonaire, dénommée selon les auteurs ligne B, queue de comète ou ring down. L'association dans le même espace intercostal d'au moins 3 lignes B, séparées au plus de 7 mm, est appelée fusée pleurale. La constatation de ligne B aux bases pulmonaires est physiologique. Leur présence dans les régions antérieures traduit un début de syndrome alvéolaire ou un syndrome interstitiel. Par ailleurs, leur présence nécessite que le poumon soit à la paroi et élimine donc le diagnostic de pneumothorax. De plus, leur mouvement en balancier amplifie et permet mieux de mettre en évidence le glissement pleural. Le syndrome alvéolaire. Le syndrome alvéolaire échographique associe les signes suivants. L'apparition initiale de ligne B liée au comblement initial de quelques alvéoles, l'effacement de la ligne A lié à la disparition de l'interface tissu mou air pulmonaire, une zone hypoéchogène homogène ou alvéologramme hydrique correspondant aux alvéoles comblées, une zone hyperéchogène hétérogène, une limite irrégulière en marche d'escalier, au moins un angle de raccordement à angle droit, une trop belle image postérieure soulignant le mur postérieur, une mobilité respiratoire dans le sens crânio-caudal. L'abolition du glissement pleural. L'abolition du glissement pleural se rencontre lors de l'absence de mouvement respiratoire, d'une limitation importante de l'ampliation pulmonaire, de séquelles pleurales et lors du défaut d'accollement entre les deux plèvres, c'est-à-dire lors du pneumothorax. Dans ce cas, la structure normale associant paroi, accollement pleural, air pulmonaire est remplacée par la structure paroi, plèvre pariétale, air intrapleural, plèvre viscérale, air pulmonaire. L'image statique est caractérisée par une ligne A et ses répétitions. L'image dynamique met en évidence une abolition du glissement pleural, visible en mode 2D ainsi qu'en mode TM, où l'aspect bord de mer est remplacé par l'aspect code-barre. La sonde à haute fréquence permet de préciser cette abolition du glissement pleural. L'épanchement liquidien. L'aspect statique de l'épanchement liquidien est celui d'une structure transsonore
collecté initialement au-dessus du diaphragme, qui, non barré par l'écran aérique habituel, devient éco-visible sur toute sa largeur. L'aspect dynamique est celui d'une plèvre viscérale se rapprochant de la plèvre pariétale à chaque mouvement respiratoire, bien visible au niveau du cul-de-sac diaphragmatique, ainsi qu'en mode CM, où la plèvre viscérale décrit une sinusoïde. Le signe dit de la méduse, quant à lui, correspond à une consolidation pulmonaire baignant dans le liquide pleural. La consolidation. Le terme de consolidation ne préjuge pas du mécanisme en cause, qu'il s'agisse d'une pneumopathie, d'une atelectasie par exemple. Le poumon a un aspect échographique de type tissulaire, rappelant l'écostructure hépatique. Au sein de cette consolidation peuvent être mis en évidence les bronchogrammes hydriques ou aériques. Les situations cliniques. Ce patient a-t-il un pneumothorax? Le pneumothorax est une complication non rare et potentiellement grave de la ventilation mécanique. L'examen radiologique est parfois mis en défaut, surtout si la localisation de l'épanchement gazeux est antérieure. L'examen de référence restant la tomodensitométrie. On conçoit aisément la difficulté à transporter au scanner un patient tel que celui-ci, sous hémofiltration continue, catécholamine, ventilation mécanique et monoxyde d'azote. L'échographie permet d'éliminer rapidement ce diagnostic si elle met en évidence un glissement pleural et ou des lignes B. En l'absence de l'un ou l'autre de ces deux signes, un pneumothorax doit être fortement suspecté. L'échographie permet également de contrôler le retour à la paroi du poumon après drainage par la visualisation du glissement pleural et ou des lignes B. Un piège sémiologique est constitué par l'emphysème sous-cutané. La ligne hyperéchogène et les cônes d'ombre impurs créés par l'air sous-cutané pourraient passer respectivement pour des lignes A et B, mais leur origine superficielle, entraînant la disparition des images costales, rétablit le diagnostic. Ce patient présente-t-il un édème aigu du poumon? Devant une dyspnée aiguë, l'hésitation diagnostique entre l'origine respiratoire et l'origine cardiaque est un problème fréquent. La mise en évidence de fusées pleurales dans la région pulmonaire antérieure est un argument en faveur du diagnostic d'édème aigu pulmonaire. Comment préciser les opacités radiologiques? Échographie et radiographie sont complémentaires. L'échographie ne distingue que les anomalies intéressant la surface pulmonaire. Les opacités radiologiques peuvent correspondre à plusieurs diagnostics. Chez ce patient présentant des opacités bilatérales, l'échographie permet de mettre en évidence, à droite, un épanchement modéré et un syndrome alvéolaire. À gauche, un épanchement sus-diaphragmatique minime, puis un épanchement suspendu dont la limite supérieure est bien visualisée par la sonde 7.5. Chez ce patient présentant un SDRA, l'échographie permet de préciser les images radiologiques. Dans les régions antérieures, l'existence d'un glissement pleural et de ligne B élimine la possibilité d'un pneumothorax antérieur. Les lignes B traduisent l'existence d'un syndrome alvéolo-interstitiel antérieur. La région latérale droite ne montre pas d'anomalie importante. La région latérale gauche est le siège d'un épanchement liquidien très modéré et surtout d'une consolidation massive au sein de laquelle on distingue un bronchogramme hydrique et aérique. L'analyse des régions postérieures met en évidence un épanchement liquidien gauche. La ponction d'un épanchement liquidien. Dans le cadre de la ponction et de l'évacuation d'un épanchement liquidien, l'échographie a plusieurs intérêts. Repérage du site de ponction, contrôle de l'évacuation du liquide, vérification de l'absence de pneumothorax au décours. En conclusion, l'échographie pleuropulmonaire est une technique récente dont les indications en réanimation demandent à être précisées. En l'état actuel des connaissances, son apport nous paraît utile dans les indications suivantes. Éliminer un pneumothorax, préciser les opacités radiologiques,
épanchement liquidien, consolidation ou syndrome alvéolaire, rechercher des signes évocateurs d'édème aigu du poumon, préciser l'abondance et guider la ponction d'un épanchement pleural liquidien.